Bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement. Nous allons démarrer dans quelques instants cette table ronde avec une thématique qui nous intéresse fortement, l'intelligence artificielle et les soignants. Quel partenariat? Une table ronde. Vous pouvez juste avancer pour moi, messieurs, s'il vous plaît? Voilà, avec plusieurs questions. La présence et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Quels sont les avantages, les inconvénients, les limites, les conséquences? Quels usages pour l'IA et comment se positionner par rapport à l'IA? Plusieurs intervenants. Nous commencerons par Clément Vivet, qui est directeur général de Doctizy, enseignant IA et santé à l'Université de Paris et également cofondateur de la plateforme Closios, dont il nous dira quelques mots, puisque vous étiez dans la salle cargo pendant que nous étions ici. Nous aurons également l'intervention de Taher Issoufali, DPO Thésis, qui a fait l'intervention précédente. La présence du docteur Laurent Cruanès, médecin généraliste, technophile également, qui avait quelques réticences il y a quelques années avec l'utilisation de l'IA et qui finalement s'y est plongé. Il nous parlera de son expérience. Et le professeur Cyril Ferdinus, professeur des universités, praticien hospitalier au CHU de La Réunion. Et comme vous savez le faire comme il se doit, on va applaudir ces messieurs qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Clément, c'est vous qui allez démarrer, vous qui enseignez à l'université, vous qui avez une approche particulière de l'IA, puisque vous en connaissez les origines, les grandes étapes de l'historique de l'IA, la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. Et au vu de tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, on s'interroge. Est-ce que ça m'a... Oui, parfait. Bonjour à tous, oui, je m'interroge depuis longtemps et je pense qu'on n'a pas fini de s'interroger. Justement, la thématique est intéressante puisqu'on parle partenariat santé, soignants et IA. Et pour un partenariat qui fonctionne, je pense qu'il faut effectivement commencer par se connaître un minimum. Moi, j'ai approché l'IA non pas par les études techniques, mais puisque c'est arrivé dans mon giron de travail. Je travaillais dans la finance avant et l'IA est arrivée à la fin des années 2010, quand j'étais en plein milieu de mon activité, comme un merveilleux outil capitaliste. Et il m'a fallu me renseigner un petit peu sur son fonctionnement, et j'ai été pris de passion pour ce sujet, notamment pour son histoire. Donc j'essaierai de vous en donner un aperçu ici, puisque l'IA, même si c'est le sujet très prégnant du moment, c'est loin d'être un sujet récent. On peut même retracer les premiers cas, en tout cas d'intelligence artificielle, alors même si ça n'a pas été nommé comme ça avant les années 50, mais dès l'Antiquité, on retrouve des sujets d'automates, les automates d'Héphaïstos qu'on retrouve dans la littérature antique, qui étaient des sortes de précurseurs des robots, des machines intelligentes capables d'aider Héphaïstos et capables d'avoir une pensée et des sentiments. Donc voilà, évidemment, après, on a un grand passage à vide, ou en tout cas technologiquement, il ne se passera pas grand-chose avant la fin du 19e siècle et l'apparition des premiers systèmes de codage. La naissance de l'IA, c'est première partie du 20e, un personnage assez important et fondateur et des fois trop peu connu, c'est Alan Turing, que moi je ne connais pas mais que j'apprécie beaucoup, et qui a été un grand penseur de l'IA et un grand précurseur avant les années 50. Vous l'avez sans doute connu à travers un film d'il y a une petite dizaine d'années, qui a été grand artisan aussi, cryptographe, et grand artisan de la victoire contre nos ennemis durant la Seconde Guerre mondiale. Et moi qui suis normand d'origine, qui ne vous vient de Normandie, j'ai grandi dans la culture de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un personnage dont on ne parle jamais, mais qui nous a rendu fiers service. Le terme d'IA, en tant que tel, d'intelligence artificielle, il apparaît au début des années 50, donc avec la naissance de l'informatique et la conférence de Dartmouth en 1956. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelait l'âge d'or, en tout cas l'âge d'or de l'IA symbolique. Alors symbolique, c'est dans le sens où on utilise du coup des symboles, c'est-à-dire que là, l'IA va fonctionner comme en utilisant par exemple des arbres de décision, des choses comme ça. Donc on peut représenter, en tout cas humainement,
Si j'avais une analogie à faire, pour l'expliquer simplement, je dirais que c'est l'IA de recettes de cuisine. Vous voulez cuisiner un plat, vous suivez une recette, les étapes sont dictées, la machine va suivre les recettes, enfin les étapes de la recette petit à petit, pour arriver au résultat. Évidemment, la contrainte de ce type de raisonnement, quand on fait de l'informatique, c'est que s'il y a une étape qui est sautée, qui ne marche pas, on n'a pas le résultat à la fin. Soit la machine bloque, soit le résultat à la fin, il n'est pas attendu. Cette période de l'IA symbolique, on avait jusqu'à la fin des années 70 l'espérance que ça puisse aboutir à un système vraiment d'IA parfaite, de singularité, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle capable d'imiter à la perfection le raisonnement humain. Ça n'a pas été le cas, hein. On a eu plusieurs étapes hyper intéressantes. En 66, ELISA, c'était un des premiers programmes qui ressemble à un des premiers chatbots, hein, qui servait plutôt en psychothérapie. Plusieurs développements de programmes, avant d'arriver à ce qu'on appelle, et ça c'est vraiment une étape importante, le premier hiver de l'IA, qui est lié plutôt à un manque de technologie. Les capacités de calcul ont atteint leurs limites et on s'est retrouvé pendant une petite dizaine d'années avec des avancées en berne, plus un aspect désillusion, hein, qu'on connaîtra peut-être bientôt, entre les promesses qui avaient été faites à cette époque et au début des années 60 et la réalité des années 80. Ensuite, on arrive à partir des années 80 sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones, les réseaux neuronaux. Ça, c'est des choses que vous avez peut-être commencé à entendre parler, hein, parce que c'est la base des IA modernes. Les réseaux neuronaux, ils portent bien leur nom. En informatique, ils fonctionnent vraiment comme un réseau de neurones humain, c'est-à-dire en couches successives. C'est une sorte de connexion, hein, successive entre différents neurones avec des synapses au milieu, et ils travaillent en couches, c'est-à-dire petit à petit. Là, si je reprends mon analogie de la recette, ça serait, plutôt que de suivre la recette, ça serait comme si l'apprenti, ou en tout cas la machine, on lui apprenait étape par étape comment faire. On lui apprend à reconnaître des légumes, ensuite à les couper, par exemple, ensuite à les cuire, etc. C'est une période, un retour, hein, vers l'IA un peu plus spectaculaire. Alors c'est 96, on a Deep Blue notamment, que vous connaissez sans doute à travers les fameux matchs contre Kasparov, qui a d'ailleurs perdu, hein, les premiers matchs contre Kasparov, l'ordinateur. Mais on en vient à une idée, là où avant on était, avant les années 50, encore sur une idée de l'IA comme plutôt une représentation de la robotique. Ici, on en vient à une représentation vraiment calculatoire, avec un retour de l'espérance qu'on puisse à nouveau transcrire tout ce que l'on vit sous forme d'un algorithme qui serait recréable à travers des ordinateurs. Là encore, quelques limites se sont imposées. Il a fallu attendre finalement le début des années 2010 pour voir vraiment l'avènement de ce qu'on appelle le deep learning. Alors, le deep learning, c'est un mot aussi que vous devez parfois voir passer. L'idée, c'est l'apprentissage profond, hein, en français. L'apprentissage profond, ça marche comme le machine learning et les réseaux de neurones que je vous ai présentés avant. La seule différence, c'est que là, on va lui introduire une masse de données extrêmement conséquente et réduire le nombre d'interactions humaines qu'on aura avec la machine. C'est elle qui va apprendre, entre guillemets, d'elle-même avec les données qu'on va lui injecter. C'est un outil extrêmement puissant d'apprentissage, hein, ce qui a été... c'est grâce à ça, hein, qu'on en est arrivé à la création notamment de ce que vous connaissez aujourd'hui de manière très publique autour de ChatGPT. Et c'est aussi arrivé grâce à la digitalisation, hein, finalement de notre environnement, puisque pour nourrir ces systèmes, il faut de la donnée. Il faut de la donnée qui soit correctement stockée. Et ça n'a pas arrivé avant 2010 et ça continue encore d'arriver aujourd'hui. Donc l'IA, pour résumer, un aspect technique, c'est uniquement, finalement, c'est pour démystifier un peu, hein, c'est un sous-domaine de l'informatique. Je vais aller lister en dessous, hein, quelques grands domaines que l'on retrouve à ce moment-là, mais c'est ni plus ni moins qu'un sous-domaine de l'informatique, donc il faut avoir des espérances qui sont en lien avec ça. Là, donc, mon collègue y reviendra un petit peu plus, mais on a aussi une approche un peu plus philosophique de l'IA qui est intéressante à avoir, hein, puisque on développe des systèmes d'intelligence artificielle avant même d'avoir répondu à la question de ce qu'était l'intelligence, tout court, naturelle à nous. Et on voit que justement, en fait,
nombreuses problématiques qu'on rencontre à la fin de manière technique, elles sont liées au fait qu'on ne sache même pas exactement ce qu'on cherche à imiter. Je ne crois pas, à titre personnel, qu'on puisse retranscrire l'intégralité de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent autour de nous de manière purement algorithmique. Et encore, il faudrait arriver à prouver qu'on puisse le faire, à mon avis, avant d'en arriver à une IA qui soit consciente et naturelle. Ça soulève aussi des questions, cette philosophie de l'IA, de la finalité, hein, qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir un être humain artificiel alors qu'on est là? Il y a plein de choses qui veulent se demander. Donc en santé, on le retrouve, hein, c'est la crainte qu'il peut y avoir un peu, c'est le moment du remplacement du soin par les IA et les limites que ça pose. Et puis il y a, est-ce que c'est nécessaire finalement? Plein de questions qu'on pourra échanger, autour desquelles on pourra échanger ensemble. L'application en santé, je ne veux pas détailler, mais il y en a de nombreuses et c'est très bien expliqué dans la présentation qui va suivre. Donc vous les retrouvez, mais évidemment l'IA, comme domaine de l'informatique, c'est autant spectaculaire sur l'imagerie, sur la robotique assistée, sur la prise de décision, sur la retranscription des rendez-vous, etc. Donc 3 limites qui seront, je vais en terminer là, mais qui seront à mon avis intéressantes à discuter après. D'une, c'est la technologie. Est-ce qu'on ne va pas connaître un second hiver de l'IA, un peu comme à la fin des années 80, avec un plafonnement des capacités de calcul, ou en tout cas un coût énergétique qui sera beaucoup trop élevé par rapport au résultat qui sera attendu. Il y a la finalité, comme je vous l'ai dit, hein, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et aujourd'hui, les questions qui sont posées autour notamment de la conséquence écologique de l'IA, de la conséquence éthique aussi qu'on retrouve. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai connu l'IA à travers une approche financière et globalement, on a plus à craindre, à mon avis, de ce point de vue-là, hein, d'un point de vue social et économique, que d'un point de vue purement technique. Avant qu'elle nous remplace, c'est surtout qu'on aura peut-être à aggraver certains problèmes sociaux et économiques qu'on connaît aujourd'hui. C'est très très bien adapté pour ça. Ensuite, le coût, c'est un vecteur hyper important, notamment quand on parle en santé, quand on commence à attribuer de plus en plus de choses à l'intelligence artificielle, c'est qu'aujourd'hui, les coûts, et la plupart des coûts sont des coûts cachés. On va retrouver les coûts de stockage, évidemment, et il n'a pas une vraie perception de ce que seront réellement les coûts futurs. Il y a fort à parier qu'une fois que le marché aura été entièrement pris par les quelques acteurs qui se partagent aujourd'hui la conquête et qui sont quasiment tous américains, il y aura une forte inflation sur les prix, notamment les coûts de stockage et d'utilisation des moteurs d'IA. Et c'est un aspect à prendre en compte parce que l'économie d'aujourd'hui ne sera sans doute pas une économie demain. Voilà. Mais que des choses... Mais sinon, c'est bien l'IA. Je vous assure. Il y aura un espace d'échange. Merci beaucoup, Clément, reste avec nous. Il y aura un espace d'échange, évidemment, à la fin, avec les questions-réponses. Prenez des notes. Taher va revenir, vous parliez d'éthique il y a quelques instants. Justement, Taher, je rappelle qu'il est délégué à la protection des données en cybersécurité. Comment déployer une IA éthique et que dit la réglementation sur l'utilisation de l'IA? Des éléments de réponse avec vous tout de suite. Ok, rebonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'IA et de cybersécurité. C'est mon côté DPO, pour ceux qui étaient là avant. Alors, on va voir comment déployer une IA éthique, sécurisée, responsable. D'accord ? Donc, pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord quels sont les différents types d'attaques sur les IA. Donc, les solutions d'intelligence artificielle, pour bien vulgariser la chose, je pense qu'on va rester par exemple sur les IA génératives, hein, type ChatGPT, que vous utilisez peut-être tous les jours. On a une première attaque, c'est les attaques par manipulation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler en fait les données auxquelles l'IA s'est entraînée pour vous apporter des réponses. Donc, imaginez que vous ayez un système d'intelligence artificielle générative qui va analyser toutes des imageries médicales et qui est spécialisé dans ça. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une attaque, on va manipuler ces données pour qu'elles donnent au médecin, à celui qui l'utilise en tout cas, de fausses réponses. Et qui peut entraîner, comme vous l'avez vu, soit un diagnostic critique. Et là, comme on parle de santé, on ne peut pas non plus se permettre de laisser à 100% confiance à la machine. Donc là, les premières choses, c'est première attaque par manipulation, deuxième par infection. Là, c'est comment vous expliquer, c'est on va introduire un malware, un programme malveillant qui va changer en fait le comportement de l'IA. Et j'ai mis comme exemple qui pourrait altérer les recommandations d'un système sur la gestion des prescriptions. Beaucoup utilisent des intelligences artificielles comme assistant médical.
Donc en fait, il lui donne des informations, tel patient, tel âge, telle pathologie, etc. Merci de me donner, donne-moi un peu les conseils que tu as, qu'est-ce que tu peux me dire. Et donc là, si ça a été infecté, ça peut vous donner complètement des réponses aberrantes. Il est en très bonne santé, et il faut arrêter de le suivre, etc., etc. Donc ça peut être dangereux parce qu'encore une fois, on parle de données de santé. Et enfin, le dernier, attaque par exfiltration. Alors là, si vous comprenez un peu l'IA, encore en vulgarisant, c'est vous lui donnez des données, il s'entraîne dessus et il apprend. Okay. À partir de là, il peut vous répondre de façon plus précise à chaque fois que vous lui donnez des données pour qu'il s'entraîne dessus. L'idée ici des attaques par exfiltration, c'est de regarder sur quel ensemble de données l'IA s'est entraînée pour récupérer des données personnelles. Voilà. Donc là, on ne va pas altérer l'IA, on va regarder sur quel modèle tu t'es entraîné. Donc on va essayer de retrouver toutes les données qui a été alimentée, et là, on va essayer de reprendre toutes les données personnelles et donc avoir le nom et prénom des personnes avec telle pathologie et tout leur dossier médical, quoi, sans pour autant attaquer le comportement de l'IA. D'où l'intérêt, encore une fois, de vous rappeler de ne pas, en tout cas sur les versions gratuites de ChatGPT, de ne pas envoyer de données personnelles qui alimentent le modèle d'entraînement. Si demain il y a une attaque par exfiltration sur ces modèles-là, on pourrait retrouver les données que vous avez envoyées. Ok, donc ça marche pour les IA génératives, ça marche pour les IA dans le sens générique, mais c'est les 3 types d'attaques qu'il faut faire attention quand vous voulez déployer une IA. Okay. Donc, alors, maintenant, comment déployer une IA éthique, sécurisée, responsable? On est là sur la partie responsable. Il y a une loi, tout comme le RGPD, qui est sortie, et qui s'appelle l'AI Act, et en fait, qui est sortie, donc c'est une loi européenne qui vise à promouvoir et encadrer l'utilisation d'intelligence artificielle. Elle a été mise en production en août 2024, mais il y a une période de transition jusqu'en 2027. Et ensuite, on parlera de sanctions. Pour l'instant, vous avez encore le temps avant de parler d'amendes et de sanctions. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un projet d'IA et cette réglementation va vous permettre de classifier votre projet selon 4 catégories. Vous avez inacceptable, élevé, limité et minimaux. Et en fonction du degré, vous allez avoir des méthodes à appliquer. Voilà. Je vous donne un exemple de risque inacceptable. Alors ça se fait beaucoup en Chine. Vous avez donc des systèmes d'intelligence artificielle qui vont vous repérer dans la rue et qui vont vous donner une note sociale. Vous avez pris un papier, vous l'avez mis dans la poubelle, c'est plus 1 pour vous. Et ces avantages sociaux-là, ensuite, quand vous allez dans des magasins, vous avez des avantages comme les cartes de fidélité à Carrefour. Et bien là, vous avez un super score social, vous avez des réductions. C'est super intrusif dans la vie privée. Donc ça, si vous utilisez, vous appliquez cette réglementation sur ce projet-là, ça va être un risque inacceptable. Un risque inacceptable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire cette IA, tout simplement. Si vous avez des risques élevés, alors il y a quelques obligations, des mesures à respecter en fonction du niveau. Évaluation régulière, on demande si vous déployez des solutions d'intelligence artificielle avec des niveaux élevés, on vous demande des audits réguliers, sur être complètement transparent sur les jeux de données d'entraînement. Donc, quel jeu de données vous avez entraîné, en fait, qu'est-ce que vous avez mis à la machine pour qu'elle s'entraîne, etc. Production d'une documentation technique aussi, sur comment ça se passe techniquement, et être en fait de plus en plus transparent. Voilà, donc ça va inciter les développeurs de solutions d'IA, et même vous, en tant que chef d'entreprise ou directeur d'établissement, à faire attention à, ok, je vais déployer une IA générative ou une intelligence artificielle dans mon établissement, attention, il faut qu'elle soit d'abord responsable. Et donc, on va regarder quel est le risque. Okay. Ensuite, on a l'IA explicable. Alors là, c'est une notion qui est importante. Et là, on est sur le côté éthique. L'intelligence artificielle explicable, c'est un ensemble de processus qui permet à l'humain de comprendre pourquoi une IA a pris telle décision. Ça se fait beaucoup dans le monde de la santé. On a des systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui qui, justement, vont alimenter leur modèle avec des imageries médicales et vont demander à l'IA de les aider à faire un diagnostic. Et ce diagnostic-là, on a besoin d'avoir une IA explicable pour que quand l'IA va lui donner la réponse au médecin, le médecin va pouvoir comprendre quelle a été la logique derrière. Mais de façon pas technique forcément. Il va comprendre, ok, j'ai raisonné comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, et donc voici ma réponse. Ce qui permet en fait de ne pas mettre à 100% de confiance sur l'IA, mais de s'appuyer sur l'IA. Et ça, c'est le but de l'IA explicable, c'est de savoir comment tu as réagi. Ok, est-ce qu'il y a eu des biais? Est-ce qu'en fait, tu as mal regardé, que tu as pris des mauvaises données d'entraînement et qu'en fait, ton raisonnement n'est pas bon? Et ça permet surtout de prendre les bonnes décisions au médecin, en fait. Parce que là, imaginez-vous qu'il est en train d'opérer et il y a une IA derrière qui l'aide.
il peut pas avoir droit à l'erreur, sinon le patient meurt en fait. Donc voilà. Ouais, je vais un peu fort, mais au moins vous avez compris quoi. Donc comment elle fonctionne, vous l'avez compris, accéder aux processus décisionnels sous-jacents, de façon qu'un humain puisse le comprendre. 4 avantages, on améliore la compréhension, il y a plus de confiance au niveau de l'intelligence artificielle, elle ne remplace pas l'humain, mais elle aide l'humain. C'est ça qui a des avantages. Détection des biais, ici le médecin pourra savoir qu'un mauvais diagnostic a été fait par l'intelligence artificielle, parce qu'il aura vu comment en fait il est arrivé à ce raisonnement-là. Donc on détecte les biais et puis on peut améliorer derrière. Si on a détecté des erreurs, forcément on peut améliorer ce modèle. Et enfin le dernier point, la partie plus technique, mais là même il faut quand même que vous soyez sensibilisés à ça. Vous voulez déployer une solution d'intelligence artificielle, il y a 3 recommandations sur la partie technique. Vous avez déjà l'OASP, qui est une organisation en fait qui vous donne les vulnérabilités de solutions. Donc là, en fait, il y a sur le site de l'OASP, vous avez la partie IA générative, et sur la partie IA générative, vous avez toutes les vulnérabilités qui ont déjà été détectées au niveau des IA. Et donc, ils vont vous dire, attention, quand vous développez une solution d'IA, prenez en compte ces 10 vulnérabilités qu'on a déjà détectées. Ne faites pas les mêmes erreurs. Et puis prenez en compte tout ce qu'on peut, les types d'attaques qui ont abouti sur les IA. Comme ça vous permet de corriger en amont les brèches. Ça, c'est la deuxième, c'est la partie RGPD. Forcément, la CNIL a mis des préconisations sur le développement de systèmes d'IA et comment on encadre toute cette partie de données personnelles avec les données de santé, etc. Vous verrez, il y a beaucoup de conseils à appliquer. Et le dernier, on est plus côté technique infrastructure. Là, c'est vraiment pour les développeurs. C'est les recommandations de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, sur la partie plus cybersécurité. Donc, que vous soyez développeur, que vous engagez quelqu'un prestataire, dans votre cahier des charges, par exemple, en tant que chef d'établissement ou chef d'entreprise, vous devez, en amont, prendre l'IA explicable, d'accord, regardez s'il y a des méthodes pour ça. Est-ce qu'on a respecté quel est le risque de votre IA via l'AI Act, et enfin, plus pour le côté technique, demandez dans le cahier des charges à ce que toutes les recommandations soient appliquées en amont de la mise en production de la solution. Parce qu'une fois que la solution est déployée, encore une fois, c'est beaucoup plus dur et ça vous coûtera beaucoup plus d'argent de refaire machine arrière et de rectifier le tir. Voilà, donc j'ai fini sur cette partie-là et je vais laisser maintenant le docteur Laurent Cruanès nous parler d'un assistant médical qu'il utilise au quotidien, Nabla. Et puis voilà, merci beaucoup pour votre attention. Exactement, Nabla qui est votre copilote. J'ai juste envie de vous dire, quoi de neuf, docteur? C'est beau, ils ont la ref. Rien de neuf. Alors moi, j'ai pas pris de diapo. Parce que je voulais juste vous faire un petit retour et vous parler un peu de moi, mais de cabinet médical. Donc moi, je suis médecin généraliste libéral et depuis un certain nombre d'années, je suis installé au Tampon. Et donc, je raconte assez facilement que depuis très longtemps, j'ai cru que l'IA, en fait, c'était pas un sujet forcément pour nous. Pas forcément un sujet pour nous parce que nous les médecins, peut-être nous les soignants, on a beaucoup travaillé, on a un savoir assez important, beaucoup de connaissances et puis un savoir technique, un savoir-être aussi, des choses une expérience. Je me suis dit, faussement évidemment, mais je me suis dit, l'IA, on va remplacer plein de gens avant que je sois remplacé par l'IA, donc finalement, c'est pas un sujet pour moi. Pourquoi regarder ça? Il y aura les pharmaciens d'abord. Donc voilà. Et puis pour autant, je suis assez ouvert à tout ce qui est technologique, à tout ce qui est nouveauté, etc. Et à un moment, peut-être un peu plus en retard que d'autres, mais j'ai regardé ChatGPT, etc. C'est quand même assez formidable ce qu'on peut demander à ce genre d'outils. Ça a commencé à m'intriguer. Et j'ai regardé ce qui se faisait en médecine. Et j'ai intégré depuis quelque temps déjà un outil. Alors l'idée, c'est pas de vous faire la pub de cet outil, c'est juste mon usage, de vous faire le retour sur l'usage. J'utilise ponctuellement, pas tout le temps, mais assez régulièrement, un outil qui s'appelle Nabla Copilot. Alors Nabla Copilot, et puis c'est cet outil qui m'a bougé en fait, qui a bougé mes lignes, qui m'a fait changer d'avis. Donc Nabla Copilot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui fait du speech to text, donc il va
écouter ce qui se passe dans la consultation. Alors, bien évidemment, une consultation, on est la plupart du temps en colloque singulier avec son patient, donc il s'agit de lui demander l'autorisation d'utiliser, d'enregistrer. Donc, moi, je l'utilise très simplement. Hein, il ne s'agit pas d'avoir des choses très compliquées. J'enregistre avec ma webcam, en fait, le micro de ma webcam. Et le patient, je l'informe que je vais utiliser cet outil qui va m'aider à prendre des notes. Donc je branche et puis la consultation se passe. Donc l'outil fait du speech to text. Donc speech to text, vous avez tous fait déjà probablement. C'est devenu assez commun. L'outil écoute et puis il retranscrit à la volée tout ce qu'il entend. Donc jusque-là, c'est très bien, mais ça fait une consultation, ça peut être assez long, donc ça fait beaucoup de texte. C'est pas exploitable en tant que tel. Et la couche que rajoute Nabla ou certains de ses concurrents, c'est de générer un rapport à partir de ce qu'il a entendu. Et là, il retranscrit, il classe, il reformule un certain nombre de données pour vous produire donc une anamnèse pour les soignants. Donc le pourquoi le patient est venu, quelle est sa demande, qu'est-ce qu'il exprime, son histoire de maladie, quel est son traitement si ça a été exprimé, quels sont les signes qui ont été relevés dans la consultation. Il relève tout comme ça et le classe un petit peu comme tous les étudiants de santé l'ont appris à retranscrire une anamnèse et à le classer. Et jusqu'à aller à pouvoir vous fournir un rapport pour écrire un courrier ou juste faire un copier-coller et le remettre dans votre dossier médical. Et de manière, ma foi, la première fois où je l'ai fait, il y a une version gratuite de Nabla. Hein. Ça m'a bluffé, en fait. Ça m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, mais waouh, il a compris l'essence de ce qui est en train de se passer dans ma consultation. Il a su la retranscrire, mais pas bêtement. Il a vraiment su le patient, sa problématique, c'était ça. Ce qu'il a voulu dire, les signes qui ont été relevés par l'analyse, c'est ça, etc. Alors évidemment, c'est un assistant qui écoute, il ne voit pas. Donc si je dois examiner mon patient et si je veux utiliser utilement cet assistant, lorsque j'examine par exemple un ventre, je vais dire... j'examine le ventre est souple, j'ai pas de signes, etc. Et là, il va pouvoir le retranscrire. Si je ne dis rien, il ne sait pas ce qui se passe de la consultation. Et vous avez des canevas comme ça dans Nabla. Donc moi, j'utilise un canevas généraliste, mais si vous avez une activité de spécialité, par exemple en psychiatrie, il y a un mode psychiatrie, il y a un mode soins palliatifs qui va s'adapter un petit peu à ce qui se passe dans la consultation. Et ça a vraiment changé ma façon de... Ouais, c'est mieux comme ça peut-être. Ma façon de... Tout à coup, ça m'a ouvert des horizons. Je me suis dit, mais si l'intelligence artificielle arrive à classer ce que je dis, arrive à classer et à reformuler ce qui se dit entre moi et mon patient, en téléconsultation aussi éventuellement, sachant que derrière, il y a d'autres outils qui savent prendre des signes et produire une possibilité de diagnostic statistiquement, qu'il y a d'autres outils qui, en fonction du diagnostic, vont pouvoir vous produire un traitement recommandé en fonction du diagnostic produit et de qui est votre patient et quelles sont ses caractéristiques. Qu'il y a des outils qui vont regarder ce traitement et qui vont le comparer au traitement qui est déjà mis en place et aller chercher les interactions et retrouver l'information utile. Je me suis dit, voilà, il y a quand même des choses qu'on peut mettre bout à bout et je ne suis peut-être pas si irremplaçable que ça. Ça a été ma première réflexion, de me dire, mais finalement, faut quand même que je regarde ça de plus près parce que c'est chaud. Ça va être un peu compliqué cette histoire. Et voilà un peu ce qui m'a amené tout à coup à regarder beaucoup plus ce qui se fait sur les différents outils et comment j'allais pouvoir utiliser ça au quotidien. Parce que la posture, c'est quand même de se dire comment on fait pour
Comment on fait pour... Parce qu'on ne reviendra pas en arrière de mouvements technologiques comme ça s'est jamais vu et ça ne se fera pas. Donc comment on utilise ça utilement et comment on le prend, nous, soignants, comment on va réussir à prendre notre place là-dedans pour ne pas laisser seulement des gens très intelligents produire des outils pour nous, mais comment on va pouvoir utiliser les outils pour qu'on les modèle à nos besoins, ce qui est très différent. On a notamment en France quand même un petit peu l'habitude de se dire comment on va pouvoir, dans un modèle productiviste, produire des outils pour les soignants pour qu'ils puissent faire plus. Alors que les soignants, bien souvent, ils veulent en fait faire mieux et qu'on leur retire du plus. On rêve d'une IA qui fasse plutôt les certificats plutôt que d'une IA qui soigne les gens, si vous voulez. Donc, et ça c'est faisable. Donc, voilà. Alors, Nabla, cet outil, malgré tout, il pose de nombreuses questions. Celui de l'hébergement des données de santé, même s'il a tout ce qui va bien pour répondre au modèle français, malgré tout. La notion de coût, moi je vous disais, j'ai essayé d'abord quelque chose de gratuit, mais Nabla, le modèle financier, c'est 60 € par mois. Donc, qui finance ça? Le soignant, oui, d'accord. Mais ça peut commencer à coûter. Donc, comment on fait? D'autant plus qu'il y a d'autres outils. Donc, j'utilise aussi un petit peu moins, mais Posos. Posos, alors dans un autre domaine, Posos, c'est une application qui va regarder votre prescription, regarder l'ensemble des prescriptions faites aux patients et qui sort toutes les interactions. Donc ça déjà c'est assez utile, mais qui sort toutes les problématiques et toutes les interactions, mais surtout qui va vous proposer des alternatives. Et ça c'est quand même plutôt riche sur nos patients polypathologiques, polytraités. Voilà, je sais pas, j'ai certainement vous avez bien dépassé senti mon temps. Voilà, ça peut se passer que d'humain à humain, de sentir. Exactement. Merci beaucoup, merci. Ça a beaucoup interrogé, ça a un peu parlé, chuchoté. Gardez vos questions, on réservera justement un temps d'échange et je vous cède la parole, le professeur Ferdinus. Vous êtes médecin en structure, spécialiste en IA et en biostatique. Justement, il en parlait il y a quelques instants, comment faire pour que l'IA soit un allié pour cultiver notre expertise humaine et comment vous faites usage de l'IA dans vos fonctions. Alors bonjour et merci pour l'invitation. Alors moi je ne viens pas du monde de l'IA, je viens du monde de la santé publique, je suis épidémiologiste et je suis venu un petit peu sur le tard. Et dans l'équipe, on essaye justement de développer quelques modèles pour aider les soignants ou aider les patients, aider à diagnostiquer un peu mieux les patients. Donc je vais vous présenter quelques utilisations et quelques développements que l'on a fait en local. Alors rapidement, la définition de l'intelligence, c'est la capacité à comprendre, de connaître, s'adapter à des situations nouvelles. C'est la définition du Larousse. Si je demande à ChatGPT, est-ce qu'il est intelligent? Voilà ce qu'il répond. C'est un copier-coller, c'est pas moi qui ai mis les guillemets. Je suis un modèle d'intelligence artificielle conçu pour traiter et générer du langage. Ma forme d'intelligence est fondée sur des algorithmes d'apprentissage automatique. Bon, il a l'air d'être conscient de ses limites. Je ne vais pas vous lire l'intégralité de son discours, mais effectivement, on voit qu'il a été programmé pour essayer d'être un petit peu en retrait. Et c'est ce qu'on constate quand on l'utilise tous les jours. Donc l'intelligence en santé, c'est quoi? Ce que l'on fantasme, ce que l'on pense à gauche, ça arrivera peut-être un jour, mais la réalité pour aujourd'hui, c'est surtout une bande de geeks autour de supercalculateurs. Et ça a un coût, on parlait du coût énergétique tout à l'heure. À titre d'information, une requête GPT-4, c'est environ 1 à 2 Wh, une requête, soit entre 0,4 et 0,8 grammes de CO2. Donc c'est 2 à 3 fois plus qu'une simple requête Google. Mais ça peut être utile, cette intelligence artificielle, on en a déjà parlé. Alors, je vais passer là-dessus parce qu'on a déjà parlé de l'historique. Ça peut être utile pour développer une médecine précise.
Et c'est surtout en imagerie qu'on voit les développements les plus importants. Ici, c'est facile. Toutes les lésions sur les photos sont encadrées. Mais toutes les lésions ici que je vous montre à l'écran, c'est ce qui a été publié dans cet article, n'avaient pas été vues par les opérateurs humains. Donc on développe une médecine, des algorithmes qui vont aider l'humain à être plus performant. Et alors, sur cette diapo, j'aurais pu mettre le logo Nous l'a fait, mais je ne l'ai pas mis. C'est ce que nous avons développé ici en local. Imaginez que vous soyez un réanimateur en garde et n'ayant pas dormi, et qu'on vous demande d'interpréter ce type de radiographie au lit du malade avec tous ces câbles, et on vous demande si vous pouvez vérifier si la sonde d'intubation est bien positionnée pour éviter les risques d'extubation. Eh bien, nous, ce qu'on en a fait, on a développé une preuve de concept sur des images de patients du service de réanimation du CHU qui nous permettent de localiser la sonde d'intubation et la distance par rapport à la carène pour vérifier si la sonde d'intubation est bien placée. Donc les réanimateurs peuvent nous dire merci et dorment un peu mieux. L'IA peut également être utilisée pour développer une médecine personnalisée. Donc on a la médecine de précision et la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, c'est quoi ? Dans le domaine de la cancérologie, par exemple, on a une super arme qui est arrivée depuis plusieurs années, qui s'appelle l'immunothérapie. Le problème, c'est que tous les patients ne sont pas répondeurs à cette immunothérapie. Et donc il y a énormément de développement actuellement pour développer des algorithmes qui vont prédire la réponse à l'immunothérapie en utilisant par exemple des données génomiques. Donc on va se servir de l'ADN du patient pour savoir s'il sera répondeur ou pas de l'immunothérapie. L'IA peut être même parfois plus humaine que les humains. Je passe rapidement ici. Ici, dans cette publication, ils ont testé l'empathie et la qualité des réponses des praticiens et d'un chatbot, et on voit que en moyenne, les patients préféraient avoir une réponse définie par un chatbot que par un médecin. Je suis désolé pour vous, mais c'est scientifiquement prouvé. Vous avez tous vu ce genre de choses, mais l'IA offre de nouveaux paradigmes. On sait que l'IA, ça fonctionne très bien sur des images, et on sait que les algorithmes d'IA et de deep learning sont très performants pour détecter, par exemple, les pathologies rétiniennes. Mais une équipe coréenne a récemment développé, à partir de ces fonds d'œil, un diagnostic de l'autisme. Est-ce que vous auriez pensé, à partir d'un front d'œil, de diagnostiquer l'autisme ? Eh bien, ça ouvre de nouveaux champs, de nouveaux paradigmes, et cette équipe coréenne a prouvé qu'à partir d'un fond d'œil, ils étaient capables de diagnostiquer l'autisme avec une précision de 100%. Alors, pas la sévérité de l'autisme, mais le trouble autistique, oui, non, avec une sensibilité, une spécificité de 100%. Le problème de l'IA, c'est que ça nécessite des données. Et on est souvent confronté à ce problème-là, c'est la disponibilité des données. Sur cette slide, effectivement, on peut voir que, alors mis à part les problèmes de budget, que je vais passer sous silence, seulement 2% des projets en IA vont aboutir au bout, au moins sans problème direct. La majorité des problèmes que l'on constate lorsque l'on s'intéresse à des projets en IA, c'est la disponibilité et la qualité des données. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et il y a un adage en statistique et en machine learning qui s'appelle le GIGO, Garbage In, Garbage Out. On peut également trouver l'adage Garbage In, Gospel Out. On peut avoir des données de mauvaise qualité en entrée et avoir un résultat que l'on va interpréter. L'IA vous donnera un résultat, et c'est à nous, humains, d'être experts et de pouvoir critiquer ce que la machine va nous donner comme résultat. L'IA peut reproduire l'intelligence humaine, je dirais plutôt la bêtise humaine. Ici, des gens bien intentionnés se sont amusés à entraîner un chatbot pour tenir des propos négationnistes. Bon, là, il n'y a pas de doute possible, l'objectif est clair.
Parfois, c'est un peu plus insidieux. Parfois, les algorithmes vont reproduire des biais cognitifs dus à un manque de données, un manque de représentativité des données. Ça s'est vu dans d'autres secteurs que la santé, par exemple dans le domaine bancaire, où des personnes nord-américaines, afro-américaines, se sont vues refuser des prêts parce que l'algorithme qui a été utilisé pour prédire le risque n'a été entraîné que sur des personnes de race blanche. C'est ce qu'on appelle le redlining algorithmique. En médecine, ça existe aussi. Par exemple, lorsque vous allez entraîner un modèle sur des données américaines, eh bien peut-être que le résultat que vous allez essayer de transcrire en Europe ne sera pas applicable. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'IA n'est pas infaillible. Quand il s'agit de faire de la traduction, c'est pas grave. Si on traduit range sauce par sauce de centre équestre, ça n'a pas trop d'importance. On parlait tout à l'heure des attaques, c'est toi qui parlais des attaques de l'IA, et nous, ce que nous avons démontré il y a quelques années, c'est qu'effectivement, c'est très facile d'attaquer des algorithmes IA. Il n'y a pas besoin d'être un grand dermatologue pour s'apercevoir qu'il y a certaines lésions qui ne sont pas très sympathiques. En appliquant un petit programme et en générant un masque invisible sur ces images, on perturbe le modèle d'intelligence artificielle qui voit toutes les pathologies comme des névis. Je vous passe rapidement l'impact que ça peut avoir sur le patient et sur la prise en charge de ces patients. Alors, je vais passer là-dessus. Donc, c'est pour ça que l'IA, c'est très bien. Ça aide énormément dans la prise en charge, dans le diagnostic, dans la prédiction de la réponse, par exemple à l'immunothérapie. Mais il ne faut pas oublier de garder l'humain au centre du dispositif. Il y a énormément de travaux autour de la garantie humaine. C'est un concept très partagé par David Cruzon, l'ancien directeur du CHU de La Réunion. Énormément de gens sont maintenant conscients de cette problématique. L'IA doit être un outil et l'homme doit être un expert capable de contredire ou pas le résultat de l'algorithme. Et c'est cette notion de garantie humaine. Et là, on voit qu'on avance un petit peu sur ce point-là, c'est que l'AFNOR vient de sortir une spec 2213 en mai 2024 qui va justement permettre de, en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, garantir que l'humain reste au centre de ce dispositif. Et donc le mot de la fin, ça sera pour ChatGPT. Donc cette présentation, normalement, si j'ai bien compté, a consommé moins de 5 grammes de CO2 normalement. Pour développer, quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut pour développer une intelligence artificielle en santé, pour développer une intelligence artificielle efficace en santé, il est essentiel d'assurer la sécurité des données, on en a parlé, de respecter des considérations éthiques et réglementaires, d'utiliser des données de qualité et de collaborer avec divers experts et de concevoir des solutions explicables et centrées sur l'utilisateur. Je ne lui ai pas soufflé la réponse, il me l'a donnée directement. Je vous remercie. Merci beaucoup messieurs. Il nous reste à peu près 17 minutes pour vos questions. Moi j'ai eu l'impression d'être en philo avec un sujet où j'arrive pas à me positionner. Vous m'avez fait la conclusion, professeur Ferdinus, puisque vous avez dit l'IA doit être un outil et l'humain doit être le garant, doit être garant qu'il reste bien au sein du dispositif. Ok, j'ai la conclusion, mais voilà, vous avez compris. Très compliqué. Alors vous avez des questions probablement. Ce que je vous propose, c'est que si vous sentez que ça fait partie de votre domaine de compétences, vous répondez et ça reste assez intuitif. Ou sinon, vous pouvez poser des questions ciblées. Monsieur ? Oui, par rapport à l'intelligence artificielle, on réfléchissait avec d'autres experts en national. On se disait que finalement, chaque spécialité ayant ses connaissances, compétences,
il serait vraiment nécessaire qu'il y ait une intelligence artificielle qui soit développée par ces experts dans ces compétences. Mais on se retrouvait vraiment confronté à la raison qui est des cadres de santé et des directeurs de centre. C'est que le médecin qui est détenteur de cette connaissance n'a pas le temps aujourd'hui pour développer tout ça, quoi. Alors, on se posait la question, et du coup, puisque vous êtes penché dessus, est-ce qu'il existe aujourd'hui, au niveau français, des groupes d'experts qui se penchent là-dessus? Pour moi, du coup, il y a plusieurs développements, mais qui sont un petit peu sporadiques et qui sont issus des communautés de chaque hôpital. Et donc, il n'y a pas de coordination nationale pour le moment, au moins pour le développement de ces preuves de concept. On a le Health Data Hub qui commence effectivement à coordonner un petit peu, au moins déjà le recueil des données, pour pouvoir mettre à disposition les données à disposition de la communauté scientifique. Mais pour l'instant, les développements qui sont faits sont vraiment issus de projets de recherche, et donc pour lesquels les chercheurs des centres de recherche ou des CHU vont s'intéresser en fonction de leur domaine d'activité et en fonction de leur temps. Mais il n'y a pas de coordination nationale au jour d'aujourd'hui. Merci. Oui, bonjour, moi j'ai une question pour le docteur Cruan, ou Cruanes, je ne sais pas comment on dit. Vous avez dit, lorsque vous avez un patient en consultation, que vous le prévenez que vous allez utiliser un micro pour enregistrer la conversation et prendre des notes. Est-ce que vous le prévenez qu'en fait, au-delà de la prise de notes, vous allez utiliser de l'IA pour vous aider à faire votre diagnostic? Non. Et quel est le taux de refus? Et est-ce que ce serait le même taux de refus entre prévenir un patient qu'on fait de la roco vocale ou prévenir un patient qu'on a de l'IA qui tourne derrière? En fait, j'ai pas de refus parce que je sélectionne les patients. Je l'utilise pas systématiquement, c'est pas possible. Le temps de consultation ne le permet pas, donc j'ai un biais de sélection sur les patients puisque c'est moi qui choisis les personnes avec lesquelles je sais que ça va pouvoir introduire aussi une discussion autour de ce que je fais quand je fais ça, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'usage de l'outil, mais comment le patient perçoit ce qui est en train de se passer lorsque je lui explique, par contre. Je lui explique, mais la notion d'IA, etc., ça peut pousser assez loin, et les consultations, c'est pas si facile de les étendre, surtout quand il ne s'agit pas de problématiques médicales, donc de les étendre dans le temps. C'est pour ça que je réponds non, je n'explique pas spécifiquement c'est l'IA. Par contre, j'explique ce qui va se passer. J'utilise un outil qui nous écoute, qui retranscrit et qui va me permettre de mettre ça dans le dossier. Voilà. Mais il y a clairement, je sélectionne les patients, c'est pas fait pour tout le monde, parce que cette explication nécessaire au préalable, eh ben, elle n'est pas accessible à tout le monde facilement, en tout cas pas dans le temps d'une consultation. Ouais. Moi, j'avais une question sur l'IA Act. J'ai compris que, en gros, elle visait à garantir certains aspects des solutions qui sont développées, le côté éthique, le fait qu'il n'y ait pas de biais, etc. Que ça passe par de la transparence, notamment sur les jeux de données. Oui. Par contre, je ne comprends pas trop quels moyens on peut mettre en face pour contrôler, si on est transparent, il faut que ça puisse être du coup, exposé et validé par quelqu'un pour dire oui, voilà, le jeu de données n'introduit pas de biais. Et quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour contrôler les solutions qui seront développées? Alors, effectivement, le premier objectif de cette réglementation, c'est comme une évaluation de risque. C'est un peu ça. Vous avez un projet, donnez-moi tous les détails du projet, vous le faites passer dans la moulinette, en sortie, vous avez 1 degré. Donc, si c'est inacceptable, vous savez que vous ne pouvez pas l'utiliser. Okay. Pour les autres, il y a effectivement des... en fait, ça va être une réglementation qui va être contrôlée par des autorités européennes, s'ils contrôlent l'IA. C'est comme le RGPD.
Vous faites des choses, vous avez déployé une IA, vous avez respecté la réglementation, vous avez fait une évaluation de risque, elle est élevée. On vous a dit que si elle est élevée, il y avait des choses à mettre en place, vous les avez fait. À partir de là, s'il y a un contrôle, on pourra vérifier si c'est vraiment applicable ou pas. Elle est vraiment là pour contrôler. C'est une réglementation pour contrôler ce que vous avez réellement fait. Si vous vous dites que vous avez mis telle donnée d'entraînement et qu'on va regarder ensuite, on va la tester, etc., ce que les autorités ont le droit de le faire et qu'on n'a pas les mêmes choses, ça, encore une fois, c'est un peu la partie que je disais pour ceux qui étaient là avant, RGPD, vous avez un registre, vous l'avez mis, mais si ce n'est pas ce qui est représentatif sur le terrain, ça ne marche pas. C'est pareil. Ensuite, contrôler les choses. Alors, effectivement, il doit y avoir des experts dans le domaine, on en reparlait. Donc, alors, sur ce point-là, dans la réglementation, il n'y a pas d'encadrement pour l'instant. Tel domaine de la santé, on va prendre tel expert pour être sûr que les jeux de données que tu as donnés sont cohérents, etc. Là, il faut s'entourer de bonnes personnes en amont du projet pour être transparent, oui, mais en amont de ça, choisir les bonnes données à entraîner. Si on est sur l'imagerie médicale, et que, alors il y a eu, si vous voulez, un projet similaire à La Réunion qui n'a pas abouti, mais c'est que, je repense, je vous le dis, donc l'idée, c'était de prendre des photos de personnes, des selfies, prendre un selfie, et ensuite l'IA va analyser l'œil, va regarder au niveau de l'œil, là on regarde les pixels de l'œil, et par rapport à une base de données entraînée d'œil malade et de photos d'œil malade et de d'œil en bonne santé, on peut diagnostiquer si cette personne est atteinte d'un diabète rétinopathique ou pas. Il y a aussi les risques d'AVC, donc il y a tout ça. Par contre, on doit vérifier effectivement sur quel modèle tu as entraîné tes données. Sinon, effectivement, si tu fais la requête sur des modèles d'œil, mais que finalement les données ne sont pas de qualité, etc., forcément le résultat que vous aurez en retour sera un échec. Donc il manque effectivement, alors l'IA, c'est vraiment, vous voyez, comme une analyse de risque sur le projet. Et on vous donne des obligations à appliquer par rapport au risque. Voilà, ça s'arrête là. Derrière, il faut effectivement regarder la qualité de la donnée. Non, en tout cas pas pour l'instant. Ça devrait bientôt arriver. Il y a beaucoup de débats sur ça. Alors, il y a beaucoup de débats sur les imageries. On parle aussi du coup de la partie cybersécurité et surtout sur le social engineering, ce que monsieur Damien Bancal a présenté ce matin. Avec l'IA, ça devient de plus en plus réaliste. Plus vous mettez de photos de vous, plus on arrive à mettre ces photos, à prendre votre image et la mettre sur des photos compromettantes et ensuite vous dire, regardez, il a tué quelqu'un, etc. Là, j'ai une photo de lui en train de le faire, etc. Donc, voilà, je reviens pour l'instant, on ne peut pas contrôler tout ça. Il y a des projets qui se montent au niveau de la recherche pour déterminer, avec des moyens scientifiques, si cette image a été déterminée par une IA, si c'est une deepfake ou non. Alors, on en est encore loin. Parce que si vous avez beaucoup de données de qualité d'une personne qui publie beaucoup sur les réseaux sociaux, ça va être très compliqué de différencier une image qui a été générée par une IA ou non. En plein débat. Je n'ai pas de réponse pour l'instant concrète sur des labels. Voilà. Oui. Bonjour, j'ai une question pour le médecin généraliste qui utilise Nabla. Donc, je suis médecin aussi, je fais de l'imagerie médicale. Pour l'utilisation de Nabla, est-ce que ça vous fait gagner du temps? Quelle est la plus-value pour vous? Est-ce que c'est suffisamment intégré? Ouais. Alors, le premier intérêt, en fait, c'est vraiment la prise de notes et le temps qu'on peut passer avec le patient. Ça, clairement, quand vous allez chez votre médecin, aujourd'hui, on est la tronche rivée dans nos écrans. C'est très difficile d'avoir quelque chose de proximité. Donc soit on est avec son patient, soit on est avec son écran, on a beaucoup de mal à faire les deux. Et donc le retranscrit de ce qui se passe, en plus un peu pressé par le temps, bien souvent, il peut être presque indigent parfois. Donc examen neuro RAS. Le problème de l'examen neuro RAS, c'est que par exemple, d'un point de vue, si le dossier vient être contesté d'un point de vue médico-légal, et ça c'est jusqu'à 10 ans derrière. Donc qu'est-ce que vous avez fait comme examen neuro? À 9 ans de mon examen, si je relis et que j'ai mis examen neuro et RAS, ça devient un peu compliqué d'être crédible par rapport aux gens qui vont pouvoir contester éventuellement ma consultation. Donc ça c'est les deux premiers intérêts. Un, pouvoir être avec le patient, plus là, si j'ai vraiment mon copilote
qui se charge de prendre les bonnes notes pour moi, de les mettre au bon endroit, et ben moi je suis avec mon patient. Et 2, s'il le prend bien et s'il le fait bien, et ben il reflète exactement ce qui s'est passé dans la consultation. Et ça, je ne sais pas si j'ai une consultation vraiment, lorsque je n'ai pas ce genre d'outil, si j'ai une consultation dans la journée qui reflète exactement, ou ce que je retranscris reflète exactement ce qui s'est dit. Il y a de la perte de données, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui sont supposées, et des fois, il y a des choses qui ne sont pas du tout écrites. Mes collègues, de temps en temps, je suis un spécialiste de dire, mais il s'est passé quoi en fait? Tu as fait ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt majeur. Un gain de temps. Du coup, ouais. Ce sera la dernière question. Mais allez-y, je vous en prie. Je rebondis par rapport à Nabla. J'avais entendu un podcast sur Nabla que j'avais trouvé très intéressant et j'avais entendu qu'une des limites, c'était que si le médecin parlait de lui-même ou si jamais les données qui étaient échangées étaient, s'il parlait de sa propre santé ou si jamais les données échangées étaient hors médical, il pouvait y avoir un problème sur le compte-rendu qui était généré. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu... ou même si le médecin parle de problèmes médicaux chez d'autres personnes, est-ce que c'est quelque chose qui peut entraîner des difficultés dans le compte-rendu? Oui, c'est pas parfait, mais ça nécessite la relecture. C'est pas hors de contrôle en fait. Donc c'est pas un copier-coller, c'est un copier-coller et je contrôle ce qui est... Voilà. J'ai pas d'exemple, mais il y a des choses assez rigolotes ou des noms de médicaments, des choses comme ça, où il les comprend pas en tant que tel et il met un mot qui comprend, ça peut arriver. Ouais, non, mais ça nécessite. De toute façon, je pense que c'est le vrai sujet. C'est pas se faire piloter par l'IA, mais d'être aux côtés. C'est médecin augmenté, c'est pas médecin remplacé. Voilà, c'est un peu tout ça. Merci beaucoup, messieurs. De toute façon, vous pourrez leur poser des questions. Peut-être après coup, il y aura un cocktail aux alentours de 18h. On vous remercie pour toutes ces précisions, d'avoir partagé avec nous et nous avoir éclairés. Moi, je vais vous demander, on en sait un peu plus sur l'IA à présent et à quel point ça peut être un outil qu'on doit utiliser avec le bon dosage, évidemment. Je vais vous inviter à descendre puisque nous allons aborder notre toute dernière conférence sur la responsabilité populationnelle avec Monsieur Malone qui nous attend donc en bas dans la salle cargo où je vais vous rejoindre incessamment sous peu.